France Maghreb 2. Eh oui les amis, ravi de vous retrouver. On est en direct en ce lundi 23 avril. Ravi de vous retrouver. C'est parti pour votre émission quotidienne, votre show de fin d'après-midi. Ça s'appelle le Grand Forum et c'est tous les jours de 16h à 18h. On s'est bien reposé, on a pris la bonne semaine qu'il fallait parce qu'il a fait super beau, on est tout bronzé, nickel, impeccable pour attaquer donc la fin de saison sur les chapeaux de roue avec l'arrivée du Ramadan, ce mois qu'on attend avec impatience évidemment, surtout avant, une fois qu'on y est, écoutez, on souffre, mais c'est pour la bonne cause. Ravi de vous retrouver en tout cas sur France Maghreb 2 jusque 18h avec aujourd'hui pour nous accompagner un couple. Anan Zawani, bonjour Anan. Bonjour cher Christophe, salam alaikum chers auditeurs et auditrices. Ravi de te retrouver ma chère Anan. De même, comme tu as dit, une petite semaine de vacances, ça faisait du bien. Ça faisait du bien, avec monsieur Damien Charles qui est de la partie aussi. Bonjour Damien. Bonsoir à toutes et tous. Comment ça va Damien? Christophe. Bonsoir Anan. Il a bien profité lui, il a bien bronzé au bord de sa piscine. Bonjour. Oui, bonjour. Oui, c'est vrai qu'on a du soleil maintenant, on peut dire bonjour. Oui, absolument. Alors vous le savez, on entame notre semaine spéciale avec des candidates à notre concours que nous avons lancé à la recherche du futur talent. Anan, tu es la marraine de Myriam. Exactement, donc je suis la marraine de Myriam. Donc chers auditeurs, le concours du LGF démarre cette semaine avec une jeune fille donc qui a 14 ans, qui est en classe de 4e, qui habite en Île-de-France et qui va traiter du sujet du harcèlement scolaire. Bonjour Myriam. Bonjour Myriam. Bonjour. Comment ça va? Bien et vous? Oui, pas trop impressionné par le micro? Non. Un petit peu, on dirait. Un petit peu timide. Bon, ça va Myriam? Oui. Sois la bienvenue. Merci. Et on te souhaite bonne chance. Je suppose que la famille t'écoute. Oui. Et on les salue, évidemment. Tout à l'heure, tu nous parleras donc du harcèlement scolaire. Première question que j'ai envie de te poser, Myriam, pourquoi tu as choisi ce sujet? Parce que c'est un sujet qui m'intrigue beaucoup. Oui. Et depuis que j'ai regardé un documentaire là-dessus, ça m'a beaucoup intéressé d'en parler ici. D'accord, on en parlera tout à l'heure et peut-être que les auditrices et auditeurs justement appelleront pour réagir à ce sujet qui concerne beaucoup d'enfants et il faut pas le minimiser parce que effectivement ça a conduit à des drames, notamment beaucoup de suicides auprès des adolescents qui se retrouvent justement isolés par la méchanceté, on peut le dire, des camarades parfois à l'école. Les enfants, Damien, Anan, se font pas de cadeaux entre eux. Oui, exactement. Enfin, moi qui suis mère de famille, mes enfants aujourd'hui ont 20 ans et 15 ans, mais c'est vrai que déjà toute petite, j'étais assez alertée sur ce sujet. Ouais. On avait un dessin animé, en fait, je me souviens plus exactement, mais qui traitait justement du thème du harcèlement scolaire, en mettant en avant, par exemple, un enfant qui a un défaut. Et du coup, il se transformait en super-héros et puis il apprenait à faire de ce défaut ou de cette cause de moquerie un jeune âge. Et je me souviens justement quand Sarah était assez petite, elle était en maternelle, où elle avait tendance à dire la grosse et tout ça, et puis c'est vrai que très rapidement j'ai essayé de la reprendre en main, de lui expliquer que ça pouvait être très vexant pour les enfants, etc. Et en tout cas, chose dont je suis fière aujourd'hui, c'est peut-être leur personnalité naturelle aussi, d'être hnin, comme on dit, d'être tendre, comme les Myriam, on en parlait tout à l'heure avec elle. Mais du coup, aujourd'hui, ils vont prendre la défense des enfants qui sont opprimés à l'école, que ce soit en primaire, en seconde, au collège. Et ça arrive énormément. De toute manière, chers auditeurs, vous avez tous été à l'école, vous avez tous des enfants. Ouais. Ce sujet, il est redondant. Absolument. Voilà. Bon, voici le programme pour ce lundi 23 avril. Ravi de vous retrouver en direct, c'est parti jusqu'à 18h. Le Grand Forum avec Christophe Roux sur France Maghreb 2. Au programme de ce Grand Forum, les mosquées françaises s'apprêtent à recevoir pour le Ramadan quelques 300 imams étrangers. Cet accueil de salmodieurs n'est pas nouveau, mais il suscite cette année incompréhension, voire critique, à l'heure où la structuration dans l'islam de France est très attendue. Début du concours à la recherche du futur talent avec une première candidate aujourd'hui, Myriam, qui viendra nous proposer son avis tranché. On va parler de harcèlement
à l'école. Ramadan, important. 3 organisations musulmanes actent la revalorisation de la zakat el-fitr. Elle passe ainsi cette année de 5 à 7 euros pour ce Ramadan 2018. La question LGF, une nouvelle expertise médicale indique que la santé de Tariq Ramadan est compatible avec sa détention, mais l'accès aux soins exigés par les médecins n'est pas garanti, affirme son avocat. Va-t-il rester en détention jusqu'à la tenue de son procès? Selon vous, vous répondez oui ou non sur Facebook France Maghreb 2 ainsi que sur Twitter LGF officiel. On terminera, histoire de bien revenir en pleine forme, par un bon Libertad tout à l'heure en fin d'émission. Merci d'être avec nous en direct sur France Maghreb 2, ça s'appelle le Grand Forum. On est là, messieurs dames, oui, avec pour ce retour, cette rentrée en ce mois d'avril, 23 avril. Bonnes vacances d'ailleurs à tous ceux qui sont en vacances. Là, je pense que la plupart des enfants sont quasiment tous en vacances, toutes les zones, parce que c'est un peu bazar avec ces zones. Moi, j'y comprends plus rien. En tout cas, les Parisiens, il leur reste une petite semaine. Voilà, profitez-en. D'autant plus qu'il a fait super beau là. C'était l'été à Paris, pour le coup. Vous avez eu l'orage hier à 6h du matin? Non. Parce qu'il se paraît, il y avait un orage terrible que j'ai pas entendu, mais ça tonnait très très fort. C'est Damien qui m'en a parlé de cet orage. Ah oui, exactement. Ouais. Alors, il était violent? J'en ai ressenti les effets. J'étais à Boulogne à ce moment-là. C'était assez violent, ouais. Qu'est-ce que tu foutais à Boulogne? C'est une très très longue histoire. Dimanche matin à Boulogne. Ça m'inquiète, mon ami Damien. Oui, exactement, sur une péniche. En plus? Oui. Bah, dites donc. Bon. À défaut d'emménager, je me balade. Damien Charles et Hanan Zawani, ou plutôt Hanan Zawani et Damien Charles sont avec nous aujourd'hui en ce lundi, accompagnés de Myriam, la première candidate de ce concours que nous avons lancé à la recherche du futur talent. Myriam a 14 ans, elle est en classe de 4e. C'est ça? 4e, oui. 4e, d'accord. Ça se passe bien? Est-ce que tu travailles bien à l'école, Myriam? Oui. Oui, c'est-à-dire les notes, ça donne quoi à peu près Bof. Bof? Comment ça, bof? C'est quoi la moyenne générale? Je sais pas, il faut la calculer. Comment ça, tu l'as pas calculé? Bah, y a pas de problème, on va calculer ça pendant la prochaine Ouais, pub. t'inquiète, on va se charger de toi et puis on va te donner la mission de remonter tout ça, évidemment. Bon, 4e, ça se passe bien le collège, tout va bien? Oui. Ouais. Bon, très bien. T'as pris quoi, anglais, espagnol? Comment? T'as pris anglais, espagnol? Oui. Ouais, parce que l'allemand... Ouais. J'ai jamais compris pourquoi il y a des gens qui choisissaient. Attention. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ah bah moi j'ai fait allemand. Ah ouais? Ouais. Ah, fallait vraiment être courageux. Non, c'est super dur l'allemand. Anan, t'as pris l'espagnol, Anan? Moi, anglais, espagnol, oui. Latin. Hijo. Oh. Voilà, hijo, hija. Hijo, hija. Voilà, te quiero. Te quiero. Te quiero. Absolument. Voilà. Hasta la biento. Bon, ouais, hasta la biento. Oui, Hasta la vista, ouais. Hasta la vista. Je ne comprends absolument rien en espagnol, si ce n'est quand même on arrive à décortiquer mais le problème des Espagnols c'est qu'ils parlent super vite. Oui. J'ai été en Espagne plusieurs fois et ils parlent super vite, tu comprends rien. Bon, ceci étant, on est bel et bien sur France Maghreb 2, tout va bien et vous êtes bien sur notre radio. Évidemment à l'écoute du Grand Forum. Alors la question du jour à propos de Tariq Ramadan et à propos de cette nouvelle expertise médicale qui a été révélée il y a une semaine maintenant et qui confirme finalement la compatibilité avec sa détention. Voilà, chose quelque peu étonnante en raison de ses ennuis de santé. L'avocat s'en inquiète d'ailleurs. D'où la question aujourd'hui qu'on peut se poser, parce que légalement ils peuvent le faire. Vont-ils le maintenir en détention jusqu'à la tenue de son procès? On peut imaginer que ça peut prendre quelques mois quand même. Selon vous, donc vous répondez à cette question sur Facebook, France Maghreb 2, ainsi que sur Twitter LGF officiel, et on peut dire pour l'heure, vous êtes en grande majorité à penser que oui. Ils ont l'intention de le maintenir en détention justement jusqu'à la tenue de son procès, puisque vous êtes 75% à dire oui sur Twitter, LGF officiel, 80% sur Facebook France Maghreb 2. Vous continuez de voter et en nous appelant aussi au 01 40 33 9000 pour nous donner votre avis. Ma chère Hanan, est-ce qu'il y a selon toi une volonté de le maintenir en détention jusqu'à la tenue de son procès? Alors, en toute sincérité, pour être objective et pragmatique, et parce que moi, je ne sais pas qui s'occupe de cette affaire, j'ai pas envie de tomber non plus dans le complotisme. Non, voilà. Je pense pas qu'il y ait une volonté acharnée de vouloir le garder. Ce qu'il y a, c'est que c'est un personnage public. On vit aujourd'hui dans une situation française où il a été très décrié depuis des années auparavant, et que peut-être il y a une crainte en réalité que si on le libère, l'opinion française publique monte au créneau. Donc c'est peut-être plus pour protéger l'opinion publique française
que pour s'acharner contre lui. Après, effectivement, ce qui est un petit peu étonnant, c'est que il y a pas de raison en réalité de le garder, parce qu'aujourd'hui, il est présumé innocent, hein, comme on le dit. Et que c'est assez étonnant, déjà dans un premier temps, qu'il n'ait pas pu entrer en contact avec sa famille. Donc peut-être que la justice estime que c'est un personnage important et qu'il a des réseaux d'influence importants, et que pour pouvoir mener l'enquête correctement, vaut mieux qu'il soit enfermé. Après, par contre, ce qui me dérange, on a déjà parlé, c'est le traitement médiatique. Ouais. Là, le traitement médiatique, oui, il est totalement scandaleux, c'est honteux. C'est pas du tout le même traitement qu'on a pour lui que pour une autre personne. Mais par contre, par rapport à l'indépendance de la justice, non, aujourd'hui, je peux pas dire en l'état actuel que la justice est pas indépendante et que c'est une chasse à l'homme contre lui qui émanerait de beaucoup plus haut. En tout cas, je me refuse à le croire pour le moment. Je continue à faire confiance à cette justice. Oui. Ce qui est un petit peu étonnant, effectivement, c'est les délais, parce que ça fait combien ? Ça fait 2 mois qu'il est... Depuis le 6 février, je crois. Voilà, donc ça fait plus de 2 mois. Il y a une première expertise normalement où les résultats devaient sortir à la fin du mois de mars. On les a eu après le 15 avril. Donc c'est vrai que c'est un petit peu long. Ouais. Mais aujourd'hui, l'avocat, de ce que j'ai compris, en fait, il refait une demande de mise en liberté, parce qu'effectivement, les médecins confirment effectivement qu'il a la sclérose en plaques, que c'est possible de la traiter à l'intérieur des prisons. Maintenant, c'est savoir si, à la prison où il est emprisonné, est-ce que c'est possible que les moyens médicaux viennent à lui. Et on parle de 3 séances par jour, hein, pratiquement. Damien. Donc si c'est pas possible, il va être relâché, et si c'est possible, à mon avis, il va rester emprisonné. Damien, est-ce que selon toi, il y a une volonté de le maintenir en détention jusqu'à la tenue de son procès ? Alors, à chaque fois qu'il y a eu une très grosse affaire judiciaire en France, à chaque fois on s'est posé la question de la pression de l'exécutif, dans un sens comme dans un autre, dans le sens de condamner ou de relaxer. Ouais. On a eu avec l'affaire Clearstream, l'affaire Bettencourt, l'affaire Tapie, évidemment. Dans ce cadre-là, quelle que soit l'affaire, il y a quand même pour moi une indépendance assez forte de la part du judiciaire. Et donc, il arrive qu'il y ait de la pression, notamment sur les procureurs de la part de l'État. Mais dans cette situation, on ne doit pas oublier que d'abord, on a eu plusieurs rebondissements qui mettaient en défaveur la défense de Tariq Ramadan, notamment le faux alibi avec le fameux billet d'avion, ouais, je ne sais plus. Ouais. Ça forcément, ça a joué en sa défaveur de dire que effectivement, il avait un soutien de la part de réseaux qui était en capacité, qui avait même la volonté de diffamer devant l'État pour le protéger. Calomnier, pardon, pas diffamé. Et le deuxième élément, c'est que les plaintes se sont multipliées, et que tant qu'il reste en rétention, les gens qui instruisent le dossier peuvent se dire que peut-être que d'autres plaintes de femmes vont émerger. Ouais, il y en a une nouvelle d'ailleurs, je crois, qui a émergé du côté de la Suisse. Une nouvelle plainte déposée contre Tariq Ramadan. Donc ça ne joue pas non plus en sa faveur, parce que si jamais on le remet en liberté, peut-être que c'est ça qui doit être supposé, il sera en capacité de mettre des pressions sur certaines personnes. Alors je suis même pas sûre que c'est qu'il soit en capacité de mettre des pressions. C'est peut-être, comme tu as dit, effectivement, j'y ai pas pensé, c'est de se dire que peut-être les victimes présumées, en fait, se diraient, de toute manière, ils l'ont relâché, donc voilà. Ouais. C'est ne pas les mettre en confiance pour qu'il y ait d'autres témoignages ou d'autres plaintes. Puis le dernier élément, c'est que on peut s'indigner du traitement médiatique qui a été absolument nauséabond, mais on n'a pas les éléments du dossier. C'est ça. On a quelques éléments. Besma Maglabi nous l'avait rappelé d'ailleurs. Voilà. Très important. Et on pourra peut-être en poser la question à maître Anissa Rigui qui sera avec nous demain. Alors, vous pouvez évidemment nous appeler au 01 40 33 9000, mais c'est vrai qu'il est difficile de s'exprimer sur un dossier dont on n'a pas finalement le tenant et les aboutissants. C'est très important. Mais pour l'instant, vous êtes en grande majorité à penser que oui, il y a une volonté en tout cas de le maintenir en détention, pour X ou Y raison d'ailleurs, jusqu'à la tenue de son procès. Vous continuez en tout cas de répondre à cette question sur LGF officiel sur Twitter. Mais là, il y a eu un petit retournement de situation, Christophe, tu as
Je sais pas si tu veux en parler, du fait que l'avocat dirait que peut-être, oui, effectivement, il y a une relation avec la troisième victime. Oui, apparemment, il serait sur le point de reconnaître, ou il aurait reconnu une relation avec une des victimes, effectivement. Mais il nie en tout cas tout ce qui est viol, enfin tout ce qui lui est reproché. Pour l'heure. Bon, en tout cas, on va suivre ce dossier de près parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de rebondissements. Vous avez remarqué quand même que la sphère médiatique a complètement lâché cette affaire. On n'en parle quasiment plus. Tarek Ramadan n'existe plus dans la presse mainstream. Ça, c'est la course à l'info. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on a peur de lasser le public. Donc, on passe à autre chose. Storytelling. Pratiquement, on a pratiquement tous les 10 à 15 jours, on a un nouvel article qui sort. Oui, mais dans la presse mainstream, c'est-à-dire télé, radio, les télé, voilà, sur toutes les radios, on n'en parle plus. Oui. On n'a plus d'experts, entre guillemets, qui viennent. Voilà. Encore eux. Les experts, les fameux. Alors, vous pouvez continuer évidemment de nous appeler au 01 40 33 9000 pour nous donner votre sentiment, mais je voulais aussi qu'on parle parce que ça m'a un petit peu surpris. On l'a appris d'ailleurs samedi soir, la parution d'une tribune dans le Parisien hier. 300 personnalités ont signé, donc sont signataires de cette tribune pour dénoncer l'antisémitisme meurtrier en France. Et parmi les signataires, il y a un ancien président de la République, Nicolas Sarkozy. D'ailleurs, je suis pas sûr que ça lui soit de bon augure de la part d'un ancien président de la République. Et puis 3 anciens premiers ministres. Il y a quelques noms qui m'ont surpris moi. Charles Aznavour, Laurent Wauquiez. Laurent Wauquiez, oui. Ouais. Charles Aznavour, Xavier Niel. Et surtout Bernard Cazeneuve. Bernard Cazeneuve, je l'avais pas vu celui-là, tiens. Oui, ancien ministre de l'Intérieur, ancien Premier ministre, effectivement. Charles Goumi. Oui, Charles Goumi, c'est pas étonnant, hein. La base. Ouais, voilà, c'est ça. Un certain Nader Alami. Bon, ouais. D'accord. Tu as vu son nom? Ah oui, Nader Alami. Oui. On a vu son nom, voilà. Ouais, il est tout en bas. Ouais. Ah d'accord. Bah oui, c'est il y a 4 imams, je crois, dans la liste. 4. J'en connais aucun, à part Hassan Chalgoumi. Oui. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'il soit imam, alors, ce qui est très très dur, c'est que déjà le grand rabbin Haïm Korsia ait signé cette tribune, parce que donc ça veut dire qu'il y a une volonté délibérée de la part du consistoire juif de mettre la pression sur la communauté musulmane et notamment sur les autorités théologiques musulmanes. Rivon Krigier, qui est également le grand rabbin Massorti de France, communauté Massorti qui n'est pas négligeable. Donc au milieu, on va dire, de tous ces noms de pseudo-analystes, pseudo-philosophes, pseudo-experts qu'on a l'habitude d'avoir, Georges Bensoussan, Pierre-André Taguieff, etc. On a quand même les pontes théologiques de la communauté juive qui ont pris position. Ce qui n'est pas de bon augure. Alors qu'est-ce qu'elle dit cette tribune? Le grand rabbin de France, donc Haïm Korsia, il a quand même demandé la suppression de la phrase sur le nettoyage ethnique. Donc il a demandé sa suppression. Elle a été refusée et en réalité il n'a pas eu d'autre choix que de la signer. En tout cas c'est ce qui se dit. Alors qu'est-ce qu'elle dit en résumé, Damien? Tu l'as lu cette tribune? Elle décrit ce qu'on appellerait une montée de l'antisémitisme, mais en même temps dans le paragraphe suivant on explique qu'il y a une persistance de cet antisémitisme, qu'en fait il a toujours été là, et aussitôt donc on a un retournement dans l'argumentaire qui aborde la question de l'islamophobie et qui dit qu'en fait aujourd'hui c'est la violence issue du monde islamique et l'idéologie donc islamiste qui serait à l'origine aujourd'hui donc qui nourrirait donc ce nouvel antisémitisme. Donc il y a une statistique, c'est sur cette statistique qu'a réagi le grand rabbin de France, Haïm Korsia. Donc tout de suite ils font un comparatif et ça c'est beaucoup plus choquant. Donc où ils écrivent: les Français juifs ont 25 fois plus de risques d'être agressés que leurs concitoyens musulmans. Voilà, donc ça pour moi ça m'a... On a organisé une concurrence victimaire, en fait, ce qui est extrêmement dangereux, notamment par les temps qui courent et Mais pourquoi maintenant cette tribune? C'est ça par la question qu'on peut se poser. Pourquoi maintenant? Pourquoi avoir choisi cette date? Est-ce qu'il y a une volonté alors qu'en ce moment... On s'aperçoit que les chiffres de l'antisémitisme ont reculé, et tant mieux d'ailleurs, y compris d'ailleurs pour l'islamophobie, les chiffres ont quelque peu reculé. C'est probablement l'affaire de Mireille Knoll. Oui. Probablement oui, qui a traumatisé la population, enfin qui moi personnellement déjà m'a profondément choqué, à la suite notamment également de l'assassinat de Sarah Halimi.
La justice a quand même mis 9 mois avant de trancher sur le fait que Sarah Halimi donc avait été assassinée pour des motifs antisémites. Donc il y a probablement la volonté de réaffirmer un soutien et surtout d'alerter. Mais le problème, c'est est-ce que cette pétition va être audible? C'est toujours pareil. Oui, la dénonciation de l'antisémitisme en tant que tel, effectivement, c'est un point essentiel. Oui. Après, c'est la manière dont a été écrit ce manifeste. C'est les signataires qui font. Donc, on a du Manuel Valls, du Badinter. Enfin voilà, on a toutes les personnes pro-laïcards, on va dire. Et puis en réalité, voilà, Printemps républicain. Voilà, c'est plutôt les personnes qui ont signé cette signataire où c'est un petit peu inquiétant. Et surtout, c'est les solutions qui sont proposées. Donc on revient encore sur le débat et c'est le cœur en réalité de cette pétition, qui est de dire encore une fois. De pointer de dire que l'antisémitisme en réalité est à cause du Coran et de certains passages du Coran. Et on a 250 personnes qui viennent demander à, je sais pas, on est combien de milliards de musulmans dans le monde? 1,5 milliard. Combien? 1,4 milliard. Bon, 1,4 milliard. On vient demander à 1,4 milliard de musulmans de retirer en fait certains passages du Coran parce que ils pousseraient à l'antisémitisme, alors que la preuve est plus à faire que depuis plus de 1400 ans sur ces passages-là, on ne doit absolument pas être sur une lecture littéraliste, je dirais. Qu'elle est à contextualiser, etc. Après, ce qui est aussi choquant, c'est qu'on demande effectivement, on a 250 personnes, donc il n'y a aucune légitimité ni théologique ni quoi que ce soit. Il y a assez de Chalgoumi. Oui, bon, ok, Chalgoumi, qui viennent demander ce retrait. Et à côté de ça, sans faire de comparatif, on vient pas aussi expliquer que la Bible et la Torah sont beaucoup plus violents. Donc quand on rentre ces textes sacrés, les textes sacrés de la Bible et de la Torah sont beaucoup plus violents que ce qu'il y a sur le Coran. Et surtout ce qui est pitoyable. Oui, le Talmud, voilà. C'est d'ailleurs sur ça que se base l'État israélien, d'ailleurs. Ouais. Et surtout, ce qui est beaucoup plus grave, c'est qu'on a des raccourcis qui sont faits au sein de cette tribune. Donc, quelle que soit la personne musulmane qui va le lire, et c'est pour ça qu'on a été extrêmement choqués, c'est qu'on se sent directement en réalité mis en cause. Donc même si on dit c'est l'islamisme radical, la manière dont c'est écrit avec la rhétorique de ce manifeste, c'est ça vise directement la communauté musulmane, et surtout on fait des raccourcis qui sont contre-productifs et sans proposer de solutions, de réelles solutions. Voilà. Ouais. Absolument. La tribune d'ailleurs, on vous l'a mis sur la page Christophe Le Grand Forum, vous pouvez aller la lire pour vous en acquérir et puis surtout pour voir un petit peu ce qu'il y a dedans, mais c'est hyper violent. Et faut aller lire aussi les commentaires sur les réseaux sociaux, c'est extrêmement violent, on a l'impression que les couteaux sont aiguisés des deux côtés d'ailleurs, et je ne pense pas que ça va contribuer en tout cas au vivre et faire ensemble ce genre de tribune. Il y a quelque chose de très important, c'est que il est nommément écrit que le Coran appelle à tuer les Juifs. Et ça, c'est extrêmement grave, surtout venant de la part de ces 250 personnes. C'est-à-dire que, y compris les 5 imams, il n'y en a pas un qui a été foutu, visiblement, d'aller retourner dans le Coran pour voir que c'est un immense mensonge. On rappellera que les Juifs font partie de Ahl al-Kitab, donc les gens du livre. Il n'a jamais été écrit nulle part que les gens du livre pouvaient être menacés de mort par la communauté musulmane. Alors effectivement, on peut trouver des hadiths extrêmement rigoristes qui pourraient mettre en danger la vie des Juifs, mais il n'y a absolument rien dans le Coran. Et je renvoie nos auditeurs et nos auditrices, alors je crois que c'est dans la sourate 2, verset 54, si je ne me trompe pas, où il est dit, en parlant des Nazaréens et des Sabéens, ils se disputent entre eux, pourtant ils partagent le même livre, et après remet en question en disant qui aura finalement raison sur la lecture, mais donc dit bien que ce sont les plus proches cousins en fait. Bien sûr. C'est tel quel que c'est écrit dans le Coran. Il y a un point aussi qui est très grave, c'est qu'ils utilisent le terme d'épuration ethnique. Donc ils expliquent en fait qu'on avait 500 000, c'est ça
je sais plus en fait de quel chiffre il donne. 50 000. 50 000, voilà, personnes françaises de confession juive qui habitaient dans les quartiers populaires. Donc là, on vient stigmatiser les jeunes des quartiers populaires et qu'ils ont dû quitter les quartiers populaires pour aller sur Paris. Alors peut-être que, effectivement, certains se sentaient un petit peu oppressés. Mais d'un point de vue social, on sait très bien que le pouvoir d'achat ayant augmenté, effectivement, on a des personnes de confession juive, de confession chrétienne, de confession musulmane, sans confession, qui quittent les quartiers populaires pour aller en ville, mais pas parce qu'elles sont stigmatisées. Bien sûr. On doit reconnaître le fait qu'il y a des actes antisémites aujourd'hui dans bien certains sûr, quartiers. personne ne le dit ça, oui. Effectivement, mais le terme d'épuration ethnique, en tant qu'historien, m'a énormément choqué, et c'est vrai que j'ai failli l'oublier, donc heureusement que Hanan l'a rappelé. Ça vient en fait du serbe ethnico-sichnenjie, et en fait c'est un terme qui a été utilisé au moment où les Turcs, dans leur combat contre les Serbes, ont décidé donc de les déporter, de les chasser de force par la violence et par les tueries, et que derrière le terme d'épuration ethnique qui a été repris au moment du génocide rwandais, qui a été repris au moment des massacres au Congo, etc., c'est une volonté délibérée, orchestrée et surtout organisée de chasser un peuple. Et je penserais évidemment avec la Nakba aux Palestiniens en 1948. Ouais. Mohamed de Lyon est avec nous. Bonsoir Mohamed. Bonjour, bonsoir tout le monde. Bonsoir Mohamed. Bonsoir. Bonsoir, merci. Je vous appelle juste pour réagir par rapport à la tribune, parce que moi je suis tombé dessus hier et j'étais extrêmement choqué, un petit peu comme d'entre vous. Oui. Et je trouvais ça vraiment, comment vous dire, eh bien c'est toujours les mêmes qui ont signé cette tribune. Oui. Parce que moi je les appelle, vous savez, des soldats de la propagande islamophobe haineuse. Oui. Et qui sont là purement, parce que les attentats ça les a pas suffi. Parce qu'on sait très bien que la division elle est plus que jamais, enfin ça commence toujours comme ça. On le sent dans les réseaux sociaux, cette haine islamophobe. Et puis quand ça passe dans la bouche de Sarkozy, Valls, ça passe très très bien, ça glisse tout seul. Et je finirai juste par dire ça, parce que vous avez déjà dit la dernière fois, si l'islam était responsable d'une quelconque épuration ethnique de la communauté juive de France, venez tous, regardons tout ce qui s'est passé en 39-45 et on verra qui a tué l'autre, tout simplement. Oui, exactement. C'est bon de le rappeler, Mohamed. C'est bon de le rappeler sur les réseaux sociaux. Et la communauté juive qui se laisse embarquer par ces soldats de la propagande haineuse, qui sont là purement pour diviser la société. On le sait très bien, parce qu'il faut dire la vérité. Sarkozy, Valls et Pascal Bruckner. Regardez, moi je m'amuse souvent le dimanche après-midi à visualiser toutes les vidéos de Pascal Bruckner et toutes ces personnes-là, qui sont là uniquement pour diviser. Ils veulent absolument, par tous les moyens possibles et imaginables, diviser la société française. C'est-à-dire, d'un côté, les marginaux, assassins, etc., c'est-à-dire les communautés françaises de confession musulmane, et puis souvent du Maghreb, et puis l'autre. Voilà comment on dresse une communauté contre une autre. Et tant que nous, on restera calme, comme ça, passif et laisser faire. Dire qui a réagi hier en face? Personne. La tribune, tout le monde en a parlé toute la journée. Alors si, on a des personnes qui ont réagi, Mohamed. On a justement un journaliste du Monde, donc qui s'appelle Claude Askolovitch, voilà, qui est oui, mais il y a eu une réaction. Aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, c'est toute sincérité, quand j'ai découvert la tribune tout à l'heure, oui, c'est choquant. Le travail, il se fait sur le terrain. Moi, j'étais à un colloque il y a 15 jours, 3 semaines, qui s'appelle Herménéo, où j'ai rencontré des personnes formidables. Il y a énormément d'associations juives, chrétiennes, musulmanes qui travaillent ensemble. Maintenant, ce qu'il y a, c'est que dans notre génération, tout ça s'est agrandi du fait des réseaux sociaux, du fait de Twitter. Mais sur Twitter, non, c'est pas la majorité des gens. Mohamed, en tout cas, parce que la pub arrive, évidemment. Merci Mohamed. À très vite. Allez, dans un instant, on poursuit avec évidemment vos interventions 01 40 33 9000 en réaction avec cette tribune. On va parler aussi de ces imams qui vont arriver. Ils sont au nombre de 300 pour le Ramadan. Alors c'est pas nouveau. Ce sont les psalmodieurs, les récitateurs de Coran qui viennent durant les prières de Tarawih, le soir notamment dans les mosquées. Alors ça n'avait pas posé de problème, sauf que cette année, bien le politique s'en mêle. Ça monte au créneau de la droite jusqu'à la gauche laïcard. À tout de suite.
LGF, jusque 18h sur France Maghreb 2, ça s'appelle Le Grand Forum évidemment, tous les jours, ravi de vous retrouver pour ce lundi 23 avril avec Anan Zawani, avec Damien Charles qui sont avec nous et avec notre première candidate, elle s'appelle Myriam, elle a 14 ans, elle nous vient de banlieue parisienne, elle va nous livrer ce que l'on demande communément à nos intervenants dans cette émission, un avis tranché, elle a choisi un thème un peu difficile qui s'appelle le harcèlement tout simplement à l'école. Myriam, tu nous disais tout à l'heure que tu avais été interpellée par un documentaire que tu as vu sur le sujet et que tu avais envie d'en faire un sujet lors de ton passage radio dans quelques minutes, ma chère Myriam. Ça va, tout va bien? Oui. Oui. Va falloir mettre de côté cette timidité parce qu'elle est très timide, Myriam. Anan. Oui, elle est timide. Bon, tu vas nous raconter un petit peu. J'ai discuté avec elle durant le RER, forcément elle est beaucoup moins timide. Mais par contre, ce que je tiens à saluer déjà, c'est son jeune âge. Parce que ce concours, il était ouvert normalement aux 15-19 ans. Donc malgré ça, elle a envoyé sa vidéo qui durait 1 minute, qui était extrêmement touchante dans les mots qu'elle utilisait, sur un thème qui est absolument déterminant. Et comme elle l'a dit, je lui ai posé la question, mais pourquoi est-ce que ce thème t'intéresse? Donc c'était suite à un reportage, Myriam, et je t'avais demandé est-ce que justement tu avais eu écho de harcèlement au collège, et qu'est-ce que tu m'as répondu? Je vous ai répondu qu'il y avait du harcèlement dans mon collège. Ah, donc tu en as vu? Oui. Ouais. Et ça se traduit comment? Comment? Ça se traduit comment, le harcèlement que tu as pu constater, voir? C'est quoi? C'est de se focaliser sur une personne, d'en faire sa... Excusez-moi l'expression, sa tête de turc? Un peu. Un peu. Tu avais parlé de ce jeune homme justement, Myriam. Eh bien, l'année dernière, dans ma classe, il y avait un garçon qui a dû changer de classe à cause d'harcèlement. Ouais. Pourquoi? Parce que des gens de la classe, des garçons, lui traitaient tous les jours, même quand il rentrait en classe, et c'était pas super. Bah oui, forcément, ouais. On pourra en parler évidemment avec les parents qui nous écoutent au 01 40 33 9000, peut-être des témoignages de ce que vous avez peut-être vécu avec vos enfants, parce que des fois la différence fait peur. On le voit d'ailleurs peut-être par des enfants aussi qui peuvent être handicapés. On sait qu'il y a des expériences de fait sur des handicapés qui rejoignent un petit peu des structures, j'allais dire classiques dans les écoles. Ça se passe plus ou moins bien, mais les enfants de temps en temps sont assez méchants avec finalement les adultes aussi, peur de la différence, peur de l'inconnu. Et j'en profite d'ailleurs pour adresser un gros carton rouge puisque on a appris que une classe pour sourds et malentendants avait été fermée en Seine-Saint-Denis, ce qui fait que les personnes sourdes et malentendants ne peuvent plus aller à l'école en Seine-Saint-Denis. C'est ça, Anan? Oui, tout à fait, on en reparlera. Effectivement, j'en parlerai la semaine prochaine de manière beaucoup plus détaillée, parce que c'est un sujet qui est à part et puis qui mérite vraiment d'être traité plus longuement qu'en quelques phrases. Donc pour Myriam justement, donc elle a préparé son sujet. Ouais. Donc chers auditeurs, ça va se passer sous forme d'interview. C'est de cette manière-là qu'on a travaillé. D'accord. Donc, alors, eh bien c'est parti, ma chère Myriam, sois la bienvenue. C'est parti pour ton avis tranché et tu vas nous parler de harcèlement, et comme chaque avis tranché, ça démarre toujours par un jingle. C'est parti. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Si on fait quoi que ce soit, c'est la mise à pied. Alors piétinez-moi, allez-y. Et donc on va parler avec Anan Zawani et avec donc Myriam de harcèlement à l'école. Exactement, chers auditeurs. Donc le harcèlement scolaire, donc par Myriam. Alors Myriam, quelles sont les statistiques du harcèlement scolaire? Selon les statistiques, 700 000 jeunes disent avoir fait l'expérience du harcèlement. Les enquêtes disent que 14% des élèves du primaire, 12% des collégiens, 2 à 3% des lycéens se déclarent harcelés. Alors qui sont les plus concernés justement, Myriam? Les garçons sont plus fréquemment physiquement. Quant aux filles, sont plus exposées au cyberharcèlement, en particulier au collège. Ce chiffre revient à dire que 1 élève sur 10 est concerné.
Donc c'est énorme. Alors le harcèlement, est-ce qu'il est puni par la loi ? Le harcèlement à l'école est puni par la loi. En cas de condamnation, les parents des auteurs mineurs peuvent être amenés à indemniser les parents d'une victime. L'État est lui responsable des fautes du personnel éducatif. Alors on a une loi justement qui est la loi du 4 août 2014, article 1. Donc que dit cette loi, Myriam ? La loi du 4 août 2014, article 41, dit que les faits sont punis de 2 ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende lorsqu'ils ont été commis sur un mineur de 15 ans. Il y a harcèlement scolaire lorsqu'un élève a des propos ou un comportement vis-à-vis d'un autre élève entraînant une dégradation des conditions de vie de la victime. D'accord. Alors quelles sont les dégradations justement que subissent ces victimes ? Cette dégradation peut être la anxiété, une dépression et une chute des résultats scolaires. Les actes concernés peuvent être des brimades, des humiliations et des insultes répétées. D'accord. Alors, les faits sont sanctionnés essentiellement au sein de l'école ou c'est aussi hors de l'école ? Les faits sont sanctionnés qu'ils y a été commis au sein ou en dehors des bâtiments de l'établissement. L'âge de la victime et l'utilisation d'Internet constituent à des circonstances aggravantes. La loi punit également les menaces de mort et les incitations au suicide. Alors quels sont les éléments justement, Myriam, à prendre en compte ? Les 3 éléments sont à prendre en compte dans la définition du harcèlement. 1. L'isolement de la victime. 2. La répétition des agressions. 3. Les agressions de plusieurs natures, verbales, physiques, etc. D'accord. Alors comment est-ce qu'on lutte contre le harcèlement scolaire ? Il faut travailler autour des 4 piliers. 1. La sensibilisation. 2. La prévention. 3. La formation. Et 4. La prise en charge des victimes. D'accord. Alors comment est-ce qu'on peut justement briser ce silence autour du harcèlement scolaire ? La prise de la parole dans l'établissement est importante pour briser le silence. 7% des collégiens et des lycéens disent harceler sexuellement. Parmi eux, sans surprise, beaucoup de filles. Voilà, donc là c'est un chiffre sur lequel peut-être on va un petit peu s'arrêter, qui m'a extrêmement choquée. Donc comme nous explique Myriam, il y a le harcèlement scolaire, donc c'est l'isolement, des agressions, des insultes, des coups. Et chose beaucoup plus étonnante, c'est que déjà au collège et au lycée, les filles sont sujettes au harcèlement sexuel. Donc ça peut être des attouchements notamment. Et voilà quoi, c'est assez effrayé par ça. Merci Myriam pour... Alors il y avait encore quelques petites questions. On va prendre le temps parce que c'est un gros travail qu'elle a fait, Myriam. Donc voilà, parce qu'il y a une problématique au niveau du harcèlement. Donc c'est quoi cette problématique principale en fait, et qui fait que les enfants se sentent mal, ne peuvent pas se défendre et se sentent à part en réalité, Myriam? Eh bien, toute la problématique du harcèlement, c'est l'isolement. L'enfant se replie sur lui, se sent responsable de son harcèlement. Il se dit que c'est que sa faute. C'est contre cela qu'il nous faut œuvrer pour permettre un changement et que l'enfant soit sûr de trouver un soutien et une écoute. Donc il y a aussi des recours pour les victimes. Donc le harcèlement scolaire, c'est un sujet qui est important, qui est considéré par l'éducation nationale, par la loi, comme on l'a dit. Donc justement, un enfant, chers auditeurs, chères auditrices, qui est victime de harcèlement scolaire, il a des recours. Donc quels sont ces recours, Myriam ? En cas de harcèlement scolaire, la victime ou ses parents peuvent d'abord prévenir la direction de l'établissement. Des mesures pourront être prises pour résoudre le cas. De plus, le personnel éducatif, enseignants, proviseurs, etc., acquis a des connaissances de fait de harcèlement
doit avertir sans délai le procureur. Voilà, donc ça reste absolument pas au sein de l'école. Quand on a des faits de harcèlement qui sont vérifiés, on en informe le procureur, donc une des plus hautes instances de la justice. Donc tous les renseignements en fait concernant les faits doivent lui être transmis. Et Myriam, à part le procureur, tu nous avais parlé tout à l'heure de ce jeune homme, à qui doit-on en parler et que faire justement pour sortir cet enfant de cet isolement et puis de cette violence morale et physique? La victime et les parents peuvent aussi saisir la direction académique des services et de l'éducation nationale, notamment pour un changement d'établissement. Donc voilà, on va reparler un petit peu justement du jeune homme à qui c'est arrivé, donc qui était dans ta classe vraisemblablement ou dans ton collège. Donc lui, quelle solution en fait le proviseur et les enseignants ont trouvé pour lui? Eh bien, ils l'ont changé de classe. Oui. Et ils ont pris les personnes concernées. Oui. Et ils les ont sanctionnées. D'accord. Et du coup, pour cet enfant, cette année, ça va un peu mieux, beaucoup mieux? Ça va un peu mieux. Ça va un peu mieux. Bon, bah voilà. Alors, donc pour porter plainte, donc la victime, elle peut porter plainte contre le ou les auteurs du témoignage, quel que soit leur âge. Et qu'est-ce que peut faire le mineur aussi, Myriam? Un mineur peut se rendre seul au commissariat ou à la gendarmerie et signaler les faits. Voilà, donc ça c'est une information importante. Donc on a des auditeurs de jeune âge qui nous écoutent. Donc si toutefois ils n'ont pas le courage d'en parler à leurs parents, et ils peuvent se rendre tout seuls au commissariat et ils seront pris en charge. Alors il y a un autre fait également, c'est que le personnel éducatif, il peut également être mis en cause parce qu'il n'a pas signalé le harcèlement. Donc par exemple dans une cour de récréation ou dans une salle de classe, il peut arriver effectivement que les encadrants, le professeur ou même le procureur ne prennent pas acte de cet harcèlement et en réalité le minimisent. Donc les parents justement, ils peuvent agir contre le personnel éducatif. Et du coup, qu'est-ce qui se passe du coup pour ce personnel éducatif qui en réalité n'a pas protégé l'enfant? Si les parents de la victime estiment qu'il y a eu une faute d'une ou de plusieurs personnes de l'établissement, enseignants, proviseurs, etc., ils peuvent demander une indemnisation. Par exemple, si les enseignants étaient au courant des faits mais n'ont pris aucune sanction contre les auteurs, c'est alors l'État qui doit indemniser les parents et non les personnes jugées fautives. Voilà, donc du coup ça devient le personnel scolaire en fait qui devient le premier responsable parce qu'il n'a pas réagi. En conclusion, la loi elle protège les victimes, saisissez-la. Donc ton message de fin, Myriam? 1. Il ne faut plus se taire. 2. La parole doit se libérer. 3. La honte doit changer de camp. Voilà. Magnifique. Merci Myriam. beaucoup Myriam, c'est un sujet qui est hyper important et je te remercie énormément d'être venue, d'avoir eu le courage de le faire. C'est pas rien du tout à son jeune âge, à 14 ans. Et on te souhaite de faire part de l'acte de courage que tu as fait en venant nous voir, en parlant. Ça va mieux là? Voilà. En parlant à l'école, puis en disant moi j'ai été à la radio et j'en ai parlé. Voilà. Bravo Myriam. Bravo. Merci. Et merci encore ma chère Myriam. Et d'ailleurs on peut profiter, j'allais dire, de ce que nous propose Myriam au travers de son sujet pour en parler. Vous qui nous écoutez de l'autre côté de la radio, 01 40 33 9000, vous avez peut-être un témoignage à nous apporter. Vous avez peut-être eu vos enfants qui ont été victimes justement de harcèlement à l'école. Vous avez peut-être entendu auprès de votre famille, de vos amis, des enfants victimes de harcèlement à l'école. Venez nous raconter, apporter des témoignages, parce que comme le dit Myriam, et si bien d'ailleurs, il faut que la honte change de camp. Il est absolument pas normal quand on est à l'école, au collège, au lycée,
D'ailleurs, je crois que c'est la plupart du temps, c'est au collège, l'adolescence, non? Même au lycée, même au lycée. Au niveau des chiffres, c'est ce qu'elle disait, 12% 14% d'élèves primaires, 12% de collégiens. Et effectivement, au lycée, tu as raison, ça baisse, c'est 2 à 3% de lycéens. Ça, c'est dû peut-être à l'âge aussi, les enfants, parce qu'à l'adolescence, oui. Bon, faut le dire, parce qu'on est tous passés par là, on est un peu bêtes. C'est pas les mêmes. Forme de violence. D'accord. Alors, mon cher Damien, sur le sujet, sur le harcèlement, tout va bien? T'as pas été harcelé toi à l'école? Si, j'ai été harcelé. C'est vrai? Ouais. Raconte-nous. En classe de 5e, j'avais beaucoup de difficultés à me défendre et j'avais pas beaucoup d'amis parce que j'avais fait un changement d'établissement. Et t'avais une taille hors norme certainement déjà à l'époque. J'étais un peu plus grand que la moyenne, mais j'ai été ratonné 2 fois quand même. D'accord. Par un groupe d'une dizaine de jeunes. Ça a été assez violent. Je ne savais pas me défendre à l'époque et j'ai dû demander j'ai dû apprendre, pas le choix. Mais j'ai dû demander à changer de classe, en fin de 5e et en 4e, j'ai des protecteurs. Qui m'ont aidé à m'imposer dans la cour de récréation. Moi, comme quoi. T'es chef de bande. Voilà. Dans la cour de récréation, attention. Ouais. Et toi, Dan, t'as pas eu de problème Non, pas du tout. Ah. Non, moi je défendais par contre. Ah. Ouais. Ouais, toi, non, c'est vrai. Ça m'étonne pas de toi, ça. Moi je défendais, ouais. Mais en tout cas, vous avez peut-être des témoignages à nous apporter, donc n'hésitez pas à nous appeler 01 40 33 9000, même si vous souhaitez intervenir en tant que anonyme, évidemment. Vous êtes peut-être jeune, justement, et vous écoutez la radio, victime de harcèlement à l'école. Et bien, vous pouvez nous appeler au 01 40 33 9000. N'hésitez pas, votre témoignage est important. Ça peut aussi faire évoluer les mentalités, et puis surtout faire prendre conscience que on n'a pas à s'en prendre à un enfant parce qu'il est différent, ou parce qu'effectivement on a décelé une certaine faiblesse auprès de cet enfant, et on a décidé donc de s'attaquer à plusieurs, parce que c'est souvent comme ça que ça se passe, à lui, et profiter un petit peu de ce qu'il peut avoir, je sais pas, en apparence, qui peut apparaître un petit peu différent des autres, et on profite généralement de cette faiblesse. Bon, pour ce qui me concerne, j'ai pas non plus eu à rapporter de harcèlement en ce qui me concerne, et alhamdoulilah, j'ai envie de dire, mais parce que j'étais plutôt comme Anan, c'est-à-dire plutôt du côté de l'attaque plutôt que de la défense. Mais bon, ça fait partie un peu de mon caractère. Ceci étant, vous pouvez donc nous appeler, apporter vos témoignages 01 40 33 9000. N'hésitez absolument pas. On est là pour prendre vos appels. Alors, on va maintenant passer à notre zapping. Ah, dans le zapping, il y a du lourd, messieurs, dames. C'est parti. On va aller du côté de l'Assemblée nationale, parce que vous n'êtes pas sans savoir que la loi Asile et Migration est passée avec une écrasante majorité. Tiens donc. Oui, absolument. Alors, ça a donné lieu à quelques échanges houleux, notamment Gilbert Collard, député Bleu Marine, Front National, qui s'en est pris ouvertement et directement à Jean-Luc Mélenchon avec des insultes, on peut le dire. Écoutez, Gilbert Collard qui s'en prend à Mélenchon. Monsieur le Président, à Madame Dumont, accordez-nous quand même, et je sais que vous êtes un homme tolérant, la même possibilité de nous exprimer, s'il vous plaît, ne rentrez pas dans que lorsque Monsieur Mélenchon se permet constamment de pleurnicher sur les menaces qu'il encourt. Je vais vous dire une chose, Monsieur Mélenchon. J'ai reçu un cocktail Molotov, moi. Je n'ai pas pleuré. Vous vous en foutez, je le sais. Il n'y a que votre Monsieur tête Mélenchon, qui compte. s'il vous plaît. J'ai un individu a été condamné à 2 ans de prison pour avoir menacé de venir m'égorger chez moi. Et vous vous êtes tu, trouillard, Monsieur péteux. Trouillard péteux à l'encontre de Jean-Luc Mélenchon, signé Gilbert Collard. Anan, Damien, c'était chaud à l'Assemblée nationale. Ça manque de respect total. Après, qu'est-ce qu'il lui a dit Mélenchon pour qu'il se mette dans ses états? Après, il lui a répondu à sa manière, mais en tout cas, Mais quel était le propos à la base de l'invective de Jean-Luc Mélenchon? C'est toujours sur Mélenchon qui évidemment s'en prenait et dénonçait cette loi Asile et Migration avec ses mots à lui, mais beaucoup plus classe du côté de chez Mélenchon, évidemment. Donc voilà, ça a donné en tout cas des échanges assez houleux. Je crois même d'ailleurs qu'il y a des députés de la République en marche qui ont voté contre cette loi, et certains d'entre eux d'ailleurs qui menacent de quitter le navire pour le coup. Alors il y en a un qui a voté contre. Ouais. Et qui a quitté le navire. Voilà. Alors attendez, il faudrait que je retrouve son nom. Absolument. Mais oui, on a eu un seul. Après, effectivement, il y a eu 4 personnes, 4 femmes notamment, dont Sonia Crimi. Sonia Crimi, Sonia, voilà, qui dénonçait certains articles, mais qui apparemment se sont abstenus. Mais je crois qu'il y a eu qu'une personne qui
s'est prononcé contre. Faudrait que je vous retrouve ça. Alors, en tout cas, le projet a été adopté, enfin la loi a été adoptée à une écrasante majorité. Damien, rien d'étonnant finalement. Bah non. Ouais. Ils ont été élus à une écrasante majorité aux législatives et donc c'en est la conséquence logique et ce sera la même chose pour les prochains projets de loi majeurs. Mais ce qui est étonnant par contre et que a dénoncé l'opposition, c'est que le vote a été précipité en catimini ce week-end, alors que l'opposition avait bien demandé qu'il y ait encore plus de débats. Donc voilà. Bon, il faut justement noter par rapport à ça. Alors le député, excuse-moi Damien, donc c'est Jean-Michel Clément, donc seul député En Marche à voter contre le projet de loi Asile et Migration et qui quitte donc la majorité. En Marche. Voilà. Ouais. Oui, Damien. Quelque chose qui est lié à ce que vient juste de dire Anan et le fait qu'ils ont accéléré finalement la procédure de vote des articles, c'est qu'il y a eu plusieurs reculades pour le coup sur plusieurs points, puisque à la base sur l'augmentation de la durée de rétention on devait aller à 135 jours je crois, et finalement on est passé seulement à 90 jours. Donc il y a eu une pression aussi interne de la part des députés d'En Marche, et je pense que le gouvernement en avait assez et qu'il était temps pour lui de finir pour éviter de diluer entre guillemets le projet de loi qui avait été imaginé au Conseil des ministres. Je crois que c'était plutôt 45 à 90 jours. Voilà. C'est dans la formulation là, j'ai mal formulé, je suis désolé. Donc on est passé de 45 à 90 jours. Voilà. Mais le gouvernement souhaitait qu'on passe à 135 jours. Ouais. Et par contre, ce qui est déplorable et d'un cynisme sans nom, et ça les associations sont vraiment montées au créneau, c'est qu'ils ont, ça concerne également les enfants. Donc ils ont demandé justement à ce que soit que les enfants ne soient pas derrière les barbelés. Ouais. Et là, ça a été refusé. Mais d'ailleurs, à l'interview là de Macron le dimanche, on lui avait posé la question et il avait expliqué qu'en réalité, on pouvait pas séparer les enfants des parents. Il y a quand même quelques petits éléments positifs si on a le temps d'en parler. Non, j'aimerais juste qu'on accueille Fatima qui souhaite réagir par rapport, témoigner par rapport au harcèlement à l'école. Fatima qui nous appelle de la Haute-Marne. Bonsoir Fatima. Oui, bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez écouté Myriam, notre première candidate à ce concours à la recherche du jeune talent, et vous avez souhaité nous apporter un témoignage, Fatima. Oui, tout à fait, par rapport à ma fille, qui était en CM2, et en fait, elle avait en fait, on venait de déménager, en fait, on a changé de ville. Oui. Et donc, elle a changé d'école, et donc après, voilà quoi. Donc, elle a subi des harcèlements d'enfants, de garçons. Oui. Et après, donc, ça a été jusqu'en 6e quand même. Donc, mais du coup, le collège, il a réagi comment, oui? En fait, au collège, il y a personne qui... en fait, ils ont vu un petit peu que en récréation, elle n'osait pas y aller, qu'elle était dans les couloirs, qu'elle se cachait et tout. Mais en fait, il y a personne qui a pensé que c'était harcèlement. Ils comprenaient pas pourquoi elle a réagi comme ça. Moi, ils m'ont pas averti, ils m'ont rien dit. Donc il y a un manque de formation, je pense. Il y a un manque de formation, oui. Et vous en êtes aperçu comment, vous, Fatima? Moi, je m'en suis aperçue parce que j'attendais ma fille parce qu'elle sortait de l'école. Oui. Elle était en 6e, elle sortait de l'école. Et elle marchait comme ça tranquillement parce qu'elle venait vers moi. En fait, il y a un garçon qui est venu lui donner un grand coup de poing dans le dos, quoi. Et donc là, j'ai été choquée. J'ai dit, mais il m'a énervé, donc j'ai couru après. Je lui ai dit, mais pourquoi tu la tapes et tout? Il me dit, c'est elle qui m'embête tout le temps et donc c'est pour ça. Alors que ma fille, non, c'est carrément le contraire. C'est quelqu'un qui lisait beaucoup, qui était un peu renfermée sur elle-même. Vous avez senti le changement au niveau de sa personnalité et puis de son humeur? En fait, elle, c'est quelqu'un qui est plutôt réservé, elle est plutôt dans ses livres et tout ça. Oui. C'est quelqu'un qui parle beaucoup, quoi. Donc... Est-ce que les résultats scolaires s'en sont fait ressentir? Un petit peu, mais bon. Alors, je me suis dit, j'ai dit, c'est parce que peut-être elle a changé d'école, elle voulait pas changer d'école, elle était bien où elle était. Donc je me suis dit, c'est peut-être à cause de ça, quoi. Je pensais pas du tout que c'était harcèlement ni quoi que ce soit, quoi. Et aujourd'hui, tout va bien? Tout va bien, non, je pense qu'elle a quand même des soucis par rapport à ça, tu vois. Ah oui? Elle est toujours renfermée sur elle-même. En fait, après le lycée... Est-ce qu'elle voit un psychologue? Non, elle voit pas de psychologue, mais elle a même été hospitalisée et tout, quoi, parce que elle a été hospitalisée, mais elle l'a mal vécu, quoi. Hospitalisation, elle l'a mal vécu. Parce qu'en fait, par rapport à ça, donc moi j'ai averti, donc dès que le petit garçon il a tapé dans le dos, j'ai averti le collège et tout. Donc après il y a eu une réunion, on en a discuté avec elle, et en fait il y avait plusieurs garçons. Il y en avait au moins, ils étaient au moins une dizaine, quoi.
Une dizaine sur elle, ouais. Et les parents, ils ont été prévenus? Il y a eu des sanctions? Qu'est-ce qui s'est passé? Bah en fait, après c'est la directrice et tout, elle a convoqué les enfants un par un, et il y a eu des sanctions et tout, quoi. Et les parents, ils ont été prévenus et tout, quoi. Après, c'est vrai que ça s'est bien passé. Après, j'en ai plus entendu parler. J'ai vu qu'après, elle s'est mangée avec les autres, elle avait des copines et tout, ça allait mieux. Mais alors d'aujourd'hui, non, elle n'est pas bien même. LGF, le grand forum, merci d'être avec nous en direct sur votre radio et bonnes vacances à tous ceux qui ont la chance d'y être, évidemment. Bon courage à tous ceux et toutes celles qui galèrent sur les quais de gare, bien sûr, avec cette énième journée de grève, 5e grève donc pour aujourd'hui et pour demain. Beaucoup de monde dans les gares et également sur les routes, donc prudence évidemment et patience. Allez, que notre Anan Zawani et Damien Charles qui sont avec nous et Myriam aussi qui a abordé le thème du harcèlement scolaire. Vous pourrez d'ailleurs continuer de réagir si vous le souhaitez au 01 40 33 9000, mais dans l'immédiat, place à un nouvel avis tranché, j'ai envie de dire côté professionnel cette fois-ci, de notre ami Damien Charles. Jingle. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Si l'on fait quoi que ce soit, c'est la mise à pied. Alors piétinez-moi, allez-y. Qu'est-ce que c'est cette envie de nous replonger dans les années 30, mon cher Damien? L'histoire se répète, Christophe, en fait, et les grandes crises que la France a traversées se ressemblent. Et si les conséquences de ces crises viennent aussi à se ressembler, le pire est à venir en fait pour nous. Samedi dernier, la jeune génération d'extrême droite a investi les Alpes. Une centaine de militants du mouvement Génération Identitaire, donc qui se positionne à peu près à la droite du Front National, connu pour ses actions coup de poing, comme par exemple le saccage l'année dernière dans les Alpes-Maritimes d'un foyer pour réfugiés. Ils ont bloqué le col de l'Échelle samedi dans les Hautes-Alpes. Ça veut dire quoi? Leur objectif, c'était d'empêcher le passage de migrants sur un point de passage donc montagneux à 1700 mètres d'altitude. Alors faut que t'imagines, Christophe, qu'en ce moment il y a de la neige là-bas quand même, oui, près de la frontière italienne. Un nouveau coup de com' pour ce groupuscule assez violent quand même et qui n'a suscité qu'une réaction minimale du ministère de l'Intérieur. C'est en découvrant ce type d'événement que j'ai la certitude personnelle, Christophe, que cette période que nous vivons, elle est malheureusement comparable aux sinistres années 30. Alors on en parle de plus en plus des années 30 en ce moment, chères auditrices, chers auditeurs, comme d'une période menaçante, d'une période noire, d'une période de la haine et des extrêmes. Après une crise économique mondiale dévastatrice en 1929, une partie de la France avait basculé dans la grande pauvreté, la souffrance sociale. La colère avait grandi avec l'affaiblissement de l'État, mais aussi les scandales de la corruption. Faisant face à une arrivée massive de réfugiés, déjà à l'époque, qui venaient d'Espagne et d'Italie, dont mon arrière-grand-mère faisait d'ailleurs partie, la haine de l'étranger s'est généralisée. Les théories du complot offraient des réponses à la crise, le juif devenait le bouc émissaire idéal, l'antisémitisme devenait une banalité, que l'on entendait dans quasiment tous les cafés de France et de Navarre. Tout cela, évidemment, nourri par une presse bien radicalisée qui n'hésitait pas à caricaturer les juifs par un gros nez ou un cigare de banquier. Devant l'absence de réaction de l'État, des milices se sont formées dans ces années 30. À l'extrême gauche comme à l'extrême droite, elles agressaient leurs adversaires en toute impunité, défiant la police et l'armée. On a eu des attentats terroristes dans ces années 30. Oh oui, il y a eu des dérapages et des morts. On a pendu des Italiens dans le sud de la France, on a mitraillé des manifestations fascistes, on a assassiné des intellectuels. Et pendant ce temps, les extrêmes prenaient l'ascendant sur les libéraux. En réaction, un État de plus en plus violent qui va tirer à balles réelles sur sa population. On parlait aussi de mettre fin à la République, de bombarder préventivement des pays voisins avec le risque d'une guerre généralisée. C'était ça les années 30. Et regarde Christophe. Aujourd'hui, on a tous les ingrédients pour un scénario identique. Une crise économique en 2008. Une crise de la dette en 2010. 5 millions de chômeurs. Une pauvreté concentrée dans les mêmes endroits sur certains territoires du pays. On a un État qui se désengage partout. Des scandales de corruption, l'affaire Bettencourt, l'affaire Balkany, l'affaire Cahuzac et récemment le financement libyen. Une arrivée plus importante de réfugiés de 3 continents différents. La banalisation de l'idée de grand remplacement pour s'y opposer. La persistance de l'antisémitisme, mais surtout depuis récemment, la montée de l'islamophobie. Une presse qui va stigmatiser pour vendre et va offrir une tribune aux idées nauséabondes. L'impunité de groupes comme les identitaires, la Ligue de défense juive ou les Black Blocs qui viennent de l'extrême gauche. On a d'un autre côté l'impunité de l'État, avec le fameux état d'urgence entré donc en loi de vigueur. Les violences graduelles contre les migrants, les manifestants, on a eu des infirmiers gazés
et évidemment des étudiants éborgnés, les photos ont circulé. Aujourd'hui, le FN, parti banalisé, a le premier électorat de France. Et pendant ce temps, le gouvernement persiste à s'engager militairement sur des continents plus éloignés. L'Europe bascule dans l'extrême droite nationaliste et les pays de l'Est tombent comme des dominos. L'île britannique a décidé de s'isoler, le néonazisme ressurgit en Allemagne, l'Autriche ne survit au fascisme que grâce à sa jeunesse, et les Balkans sont en pleine poudrière confessionnelle. Ça va mal finir, Christophe, parce que toutes les digues ont sauté finalement, et j'en ai bien peur, mais à coup sûr, ma société va péter. Bon, assez négatif notre ami Damien. Ma chère Anan, est-ce que tu partages le pessimisme de Damien? Non, il n'est pas ni négatif ni c'est pessimiste. Un constat quand même alarmant. C'est un constat concret sur des faits réels, avec un comparatif qui effectivement est inquiétant. Après, on a effectivement toute raison de s'inquiéter. Est-ce que ça va péter? Bah oui, si les politiques ne réagissent pas et puis qu'on reste dans cet état d'esprit, c'est quand même extrêmement choquant ce qui s'est passé. On a des militants des identitaires qui se rassemblent et font un front pour monter dans les montagnes et arrêter des migrants. Mais qu'est-ce qui se passe en réalité si ces migrants se défendent, ou est-ce qu'ils tombent dessus? Ça peut pas se finir en meurtre, ça peut pas se finir en coup. Quelle autorité ils ont pour aller faire ça? Ouais. Aucune. Alors je suis désolée, oui, l'État a à réagir, ce qui s'est passé c'est extrêmement grave, et Damien le souligne bien, s'il n'y a pas eu de réaction, on se prend en photo, on balance des photos sur Twitter, les personnes sont identifiables et il n'y a personne qui fait rien et qui ne dit rien. C'est très grave. Bon, eh bien, vous pouvez nous appeler, vous, si vous partagez l'avis de notre ami Damien Charles, 01 40 33 9000, tout comme d'ailleurs répondre à la question du jour concernant cette nouvelle expertise médicale qui révèle que l'état de santé de Tariq Ramadan est compatible avec sa détention. D'où cette question aujourd'hui. Est-ce qu'il y a une volonté de le maintenir en détention jusqu'à la tenue de son procès? Vous répondez oui ou non sur Facebook, France Maghreb 2, ainsi que sur Twitter, LGF officiel. Et pour l'instant, on peut le dire, vous êtes en grande majorité à penser que oui, il y a cette volonté de le maintenir en détention jusqu'à la tenue de son procès. Vous continuez de voter et de nous appeler, bien sûr, si vous le souhaitez, pour réagir à ce sujet. 01 40 33 9000. On va terminer notre zapping parce que tout à l'heure, nous étions du côté de l'Assemblée nationale. Nous avons fait l'écho de cet échange un peu musclé entre Collard et Mélenchon hier soir à l'Assemblée nationale. Rachida Dati était l'invitée ce matin de France Info TV. Et elle en a profité pour donner son avis sur le rapprochement entre la droite et le FN. Vous savez qu'on avait fait aussi l'écho de quelques députés qui avaient pourquoi pas en disant si la droite veut gagner, il faut absolument qu'elle se rapproche avec le Front National. Rachida Dati a une autre vision des choses. Écoutez. Vous savez, il y en a une qui va faire son Macron de droite. C'est un jour, si Marion Maréchal Le Pen revient, elle va faire une union des droites, elle, avec genre je suis nouvelle, j'incarne le renouveau, et elle va faire un strike. Et Thierry Mariani n'a pas... Pas encore. Il n'a pas franchi cette ligne. Il est au bord de la ligne, mais c'est pour ça qu'on essaye de le retenir, de ne pas aller sur cette ligne. Pourquoi ? Parce que c'est un homme intelligent, pragmatique et connaisseur de ces sujets. Donc on ne va pas se priver aussi de ce talent. Alors c'est vrai qu'il y a eu un débat là-dessus. Moi je considère aujourd'hui que les lignes rouges n'ont pas été franchies. Il n'y a pas d'accord avec le Front National, il n'y a pas ni de fusion, ni... Moi je veux vous dire, à force, et y compris pour la presse, c'est dangereux le jeu que la presse fait à vouloir toujours le ramener à ce qu'il ne fait pas, ce qu'il ne dit pas. Rachida Dati qui dit que les lignes rouges n'ont pas été franchies. Damien, partage ? Non. Les lignes rouges ont été franchies. Ouais. Sur le plan local, sans aucun doute. Sur le plan national aussi, ils viennent de voter la loi asile-immigration sous les applaudissements entre guillemets du Front National. Ouais. Alors, autre sujet abordé cette fois-ci dans le JT de France 2, messieurs, dames. Vous savez qu'on est à une semaine et demie maintenant de cette intervention en Syrie de l'Angleterre, des États-Unis et de la France. Mais sauf que cette opération, et là je parle de la partie française, a été, n'a pas été à l'abri de différents couacs. Et justement, ce reportage y revient. Écoutez ce qui s'est réellement passé. Visiblement, ça a été assez houleux pour les Français, en tout cas, et cette intervention en Syrie. Officiellement, un succès total. Les informations que nous avons sont que tous les missiles tirés par la France et sans doute par l'ensemble des alliés ont atteint leur cible.
C'est vrai pour ceux qui ont été effectivement tirés vers la Syrie. Mais ce que le général ne dit pas ce jour-là, c'est qu'un certain nombre de missiles n'ont jamais pu être tirés. Y a-t-il eu des pannes, des problèmes en série? Manifestement oui. 3 frégates françaises se trouvaient en Méditerranée. Chacune emporte au moins 3 missiles de très haute technologie, comme celui-ci, qui peut toucher une cible à 1000 km avec une précision d'1 mètre. Mais problème, la frégate Aquitaine ne parvient pas à tirer ses 3 missiles, puis la frégate Auvergne essaye aussi, mais c'est encore un échec. Finalement, seul le Languedoc réussit ses tirs. On est sur une arme de souveraineté qui est censée, à chaque fois qu'on appuie sur le bouton, partir au but, et que là, manifestement, à 2 reprises sur 2 navires différents, ça n'a pas pu se passer comme prévu. Donc c'est particulièrement inquiétant. Ces pannes sont-elles anormales? Oui, certes, toutes les cibles ont été détruites, mais pour ces armements tout nouveaux, il y a aussi une dimension commerciale. Ne pas pouvoir démontrer la fiabilité au combat, parce que ça c'est la preuve ultime de la fiabilité d'un matériel, de ne pas pouvoir le faire au combat, c'est évidemment, au plan commercial, c'est très gênant. Lors du raid, il y a eu un autre problème, moins grave mais tout de même. Les 5 avions Rafale devaient tirer 2 missiles chacun. L'un n'a pas pu larguer le deuxième, il l'a lâché en mer, c'est la procédure. Le retour avec la bombe était trop périlleux. Une décision qui a un prix, chaque missile coûte 850 000 €. Voilà pour les différents couacs concernant cette intervention française en Syrie. Alors, Damien, Anan, l'exécutif était ravi et que pour eux tout a été atteint. Or, c'est totalement l'inverse, visiblement, d'après les informations qu'on a. C'est que rien n'a été atteint et que la plupart des missiles ont été interceptés. C'est de la fake news en puissance, j'ai envie de vous dire, monsieur Emmanuel Macron. Bah effectivement, ils se sont tous applaudis à base de communiqués, que ce soit en France, aux États-Unis ou au Royaume-Uni, comme quoi c'était une opération totalement réussie. Donc bah effectivement, comme tu le disais, Christophe, sur 110 missiles envoyés, 70 d'interceptés à 2,3 millions d'euros l'unité, je crois. Et en plus, là, tu vas nous apprendre que le matériel était défectueux. Donc, écoutez, la France, un des premiers vendeurs d'armes, d'armement en réalité. Moi, ça me fait plaisir, tant mieux. Oui, Damien. Tant mieux. Oh, bah, la honte. Ouais, la honte, Chouma, hein. Sachant que l'Inde je cherche le mot commandé, a commandé, je crois, 60 Rafales, quelque chose comme ça, bah, ils vont faire la tronche, hein. C'est pas sûr que, c'est pas sûr qu'ils achètent, hein. C'est pas sûr qu'ils payent les 60, hein, parce que vu l'état. Après, mais tu sais, c'est une constante, hein, dans l'armée française depuis 15 ans. Enfin, j'ai la chance, personnellement, d'avoir connu quelqu'un qui est parti dans le premier contingent au Mali. Ouais. Donc, au moment de l'intervention qui était, 2013. Je n'oublie pas, début 2013. Il m'a dit, quand on est arrivé, on nous a donné des armes qui n'étaient pas les nôtres. Donc c'était des FAMAS. Ce que doivent savoir les auditeurs et les auditrices, c'est que le FAMAS fait partie des fusils les plus précis du monde. Mais le problème, c'est que pour préparer la visée d'un FAMAS, ça prend à peu près 1 heure. Et là, on les a envoyés combattre les djihadistes au Mali sans préparer leur FAMAS. C'est honteux, hein. On les met en danger, quoi. En plus, on les met en danger, absolument. C'est une catastrophe. Et à chaque fois qu'il y a une intervention militaire, alors manque de préparation, manque d'argent, manque de beaucoup de choses. Alors, pour finir ce zapping, il était l'invité de Laurent Delahousse hier sur France 2. Éric Dupond-Moretti, l'avocat le plus célèbre de France en ce moment, évoque les coupables qu'il a pu faire acquitter. Écoutez ce qu'il dit, c'est intéressant. Et si le doute ne profite plus à l'accusé, alors on a basculé dans la barbarie. Donc ça veut dire qu'il vous est arrivé de défendre, voire parfois d'obtenir l'acquittement de quelqu'un dont peut-être vous pensiez qu'il était coupable. Bien sûr. Ça vous empêche pas de dormir? Pas du tout. Quand je repense aux affaires que j'ai plaidées, je me dis que forcément il y a des gens qui sont passés au travers des mailles. Bien sûr. Moi je n'en ai jamais la certitude. Ce que je me dis quand je repense à ces affaires-là, il y a des affaires où je me dis mais il y avait quand même tel et tel et tel élément à charge. Mais en même temps, il y avait ça qui permettait d'instiller le doute. Qu'est-ce que j'aurais fait? La certitude que j'ai, c'est que j'aurais acquitté. Mais je peux pas avoir la certitude que le type était innocent. Et moi, je vais très loin. Je me rappelle de ce que Voltaire écrit à propos de l'affaire Calas. Il dit il vaut mieux acquitter 100 coupables que de condamner un seul innocent. Et tant que la cour d'assises, de temps en temps, acquitte un coupable, ça signifie que les innocents peuvent être sereins, vous comprenez?
Les innocents peuvent être sereins, nous dit Éric Dupont-Moretti, Anan. Bah lui à la base il fait son travail de toute manière, même si je crois, je suis pas avocate, on posera la question à Besma Maghribi et à Nissa Rigui demain peut-être, mais je veux dire même s'il a connaissance qu'il est coupable, de toute manière son rôle c'est de le défendre tout simplement. Donc c'est pas choquant. Bah non, c'est la justice qui est faite comme ça. Damien, pareil? Oui. Oui. C'est la justice. Bon, alors le zapping étant terminé maintenant, je voulais que l'on parle d'un sujet qui normalement n'aurait pas dû créer une quelconque polémique. Et pourtant, on parle de ces imams qui sont le plus souvent d'ailleurs bénévoles et qui vont officier dans les différents 2500 lieux de culte en France. Donc ils sont insuffisants ces imams aujourd'hui en France, notamment pendant la période sacrée du Ramadan qui approche à grands pas, puisque vous le savez que pendant le Ramadan, on a les veillées de prière, les fameuses Tarawih durant la nuit à cette période. Donc ont des besoins, cette communauté musulmane a des besoins spécifiques et donc notamment faisant appel à des religieux, des récitateurs, donc des personnes qui ont appris le Coran par cœur et qui viennent donc pendant ce mois sacré du Ramadan, eh bien dans les mosquées, notamment on fait appel à plus de 300 d'entre eux cette année, qui nous viennent du Maroc et de l'Algérie pour la plupart. Eh bien, ça crée la polémique alors que l'on attend dans le même coup, eh bien, la fameuse réforme de l'islam de France de Emmanuel Macron qui lui dénonce justement ces imams venus de l'étranger et donc aimerait bien quelque part qu'il y ait des formations d'imams en France. Alors, je précise que ces imams qui vont venir durant cette période sacrée qui va débuter normalement aux alentours du 16 mai pour certains terminer aux alentours du 14-15 juin prochain, que ces imams ont un visa d'un mois. Donc au-delà de ce visa, évidemment, ils repartent, j'allais dire, soit en Algérie, soit au Maroc. Alors il y a évidemment des politiques qui sont montées au créneau, notamment de la droite et de l'extrême droite bien évidemment, mais aussi de la gauche laïcard qui dénonce le fait que on peut avoir affaire à des imams qui n'ont pas connaissance de la République et qui peuvent avoir des comment dirais-je, de ce comment on appelle ça, des causeries qui peuvent aller à l'encontre de notre pays et de nos lois. On rappelle simplement que ces psalmodieurs, que ces récitateurs sont là pour réciter le Coran, d'accord, et qui effectivement durant cette période du Ramadan, on se doit chaque soir d'aller écouter justement ou lire du Coran jusqu'au 27e jour, hein, je crois, si je dis pas de bêtises. Est-ce que vous comprenez cette nouvelle polémique? Ça fait des années que ça dure, hein. Ça fait des années qu'on appelle à des imams qui viennent effectivement de l'Algérie, du Maroc et voire même de la Turquie, qui viennent pendant le Ramadan faire réciter le Coran. Ça vous choque, Anan Zamani, qu'il y ait des imams qui viennent du Maroc, de l'Algérie, de la Turquie pour ces soirées ramadanesques? Je comprends pas pourquoi ça choque aujourd'hui, que ça choquait pas il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans. Bah, effectivement, c'est une période particulière où, comme tu le disais, les fidèles se rendent tous les soirs. Moi, je vais à la mosquée de Drancy, j'ai pas le choix, c'est la seule qui est là-bas, mais bon, je vous rassure, Chalgoumi est pas là-bas. Et effectivement, on a un psalmodieur qui vient d'Égypte, qui a une voix absolument magnifique. Et oui, moi je suis contente qu'on ait un psalmodieur qui a un certain niveau. Je veux dire, c'est déjà ici, il faut un talent. Hein, il faut un talent. Aujourd'hui en France, on n'a pas 200 à 300 personnes du niveau de certains psalmodieurs de l'étranger. Par contre, en ce qui concerne les comment ça peut, c'est pas les récitateurs, c'est t'as les psalmodieurs et les autres, comment est-ce qu'ils s'appellent, Christophe? Bah, les récitateurs, t'as les psalmodieurs, t'as quoi, ceux qui font les prêches, là? Voilà, ceux qui font les prêches. Ouais. Là, par contre, moi, ce qui me choque, c'est que depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, que nous, on est ici en France, et dans certaines mosquées, on en a déjà parlé, on n'est pas des personnes qui, comment est-ce que tu appelles ça, qui nous fassent les causeries en français, parce que on n'y comprend absolument rien. Ouais. Donc, après, concernant ces gens de droite, de gauche, voilà, c'est encore l'occasion, une fois de plus, de stigmatiser. Mais de venir la ramener sur Facebook, sur les réseaux, 2 ou 3 articles, ça fait toujours du bien. C'est totalement ridicule.
Damien, est-ce que tu comprends cette polémique justement, alors que Mme Macron lui dénonce de son côté l'ingérence étrangère au sein de l'organisation de l'Islam de France? Moi, il y a quelque chose qui me choque, c'est le fait que tu aies dit gauche laïcarde. Ouais. Je te préviens, Christophe. Ouais. À partir de maintenant, tu dois dire gauche réactionnaire. Ouais, d'accord. Pas laïcarde. Bon. Tu ne dois pas mélanger, même si laïcard est un terme péjoratif, il est tiré du mot laïcité. À un moment donné, il faut qu'on se batte pour réintégrer ce mot. Bravo. Et gauche laïcarde, ça ne veut rien dire. Par contre, gauche réactionnaire, ça a beaucoup de sens. Ok. Donc, le prochain invité qui dit gauche laïcarde, j'appelle. Très bien. Alors, chose importante à savoir, mesdames, messieurs, c'est très important puisque 3 organisations musulmanes l'ont révélé via un communiqué vendredi dernier, la Grande Mosquée de Paris notamment, les musulmans de France et une autre organisation, donc 3. Pour revaloriser la fameuse zakat el-fitr. Vous savez que ça fait des années qu'elle est fixée à 5 €. Alors, qu'est-ce que la zakat el-fitr? C'est la zakat dont on doit évidemment s'acquitter pour, j'allais dire, valider notre jeûne à la fin du ramadan, ce qui correspond à peu près à le nombre de personnes issues dans le foyer. Donc, si par exemple on est 3, on devait faire donc 5 x 3, 15. C'était une zakat qu'on devait donner avant la prière de l'Aïd. Eh bien, cette zakat a été revalorisée à 7 €. Donc maintenant, sachez, mesdames, messieurs, que à compter de ce Ramadan 2018, ce n'est plus 5 € la zakat fitr, mais 7 €. Alors, il y en a qui disent oui, mais notre pouvoir d'achat, il n'a pas augmenté, etc. Non, mais c'est une blague. Voilà. Voilà. C'est vrai que ça fait des années qu'elle a 5 €, quand même. 7 € pour la zakat fitr, c'est normal, Anan? Je sais pas si c'est normal ou pas normal. De toute manière, c'est des calculs qui sont faits par des scientifiques, je suppose. Maintenant, c'est vrai que c'est 2 € de plus et une aumône, et elle est la bienvenue. Et puis de toute manière, ceux qui peuvent pas la payer ne la paieront pas. Ouais. C'est tout. C'est une très bonne chose. Oui. Après, effectivement, si on a des familles hyper nombreuses, ce qui est très peu le cas en France. Enfin, je veux dire quoi, les familles moyennes, c'est quoi? C'est 3, 4 enfants, 2 enfants. Ouais. Ça va faire 30, 40, 50 € dans le mois. Moi, ce qui m'interroge un petit peu plus, par contre, sur la zakat el-fitr, c'est comment elle est redistribuée, à qui est-ce qu'elle est donnée, qu'est-ce qu'on en fait? Ouais. Voilà, ça c'est une vraie question au niveau de la transparence. Comment est-ce qu'elle est utilisée? Là, il y a beaucoup de familles qui l'envoient, pas tous, je dis pas tous, mais il y a beaucoup de familles qui l'envoient au Maroc. C'est une bonne chose, mais déjà ici. D'ailleurs, je précise, puisque tu parles du Maroc, que demain on recevra une association pour parler d'un cas absolument dramatique. Ce sont ces mineurs marocains qui sont isolés dans le 18e arrondissement de Paris. Et c'est une véritable catastrophe. On en parlera demain avec notre invité. Damien, sur le fait que la zakat fitr augmente de 2 €, ça fait 2 € de plus pour ceux qui n'auront pas les moyens, les pauvres en l'occurrence. 2 €, c'est le prix d'un café. Ouais. Donc, alors, ça dépend de l'endroit où on vit en France pour le prix du café, mais c'est pas seulement une question de pouvoir d'achat, c'est que il y a 10 ans, avec 5 € on pouvait nourrir un pauvre. Aujourd'hui, c'est plus possible. Bah oui. Donc la sadaqa, on est obligé de la réévaluer en fait. Ça semble logique, mais comme explique Hanan, évidemment, on a un besoin de transparence vis-à-vis du déplacement des dons en fait qu'on fait. Ouais. Alors après, vous avez effectivement les différentes ONG qui font le boulot depuis des années, qui sont connues, que ce passe de Muslim Hand, ça passe par le CBSP ou le Secours Islamique évidemment. Et puis surtout, on a les familles, voilà. Donc moi, ma mère ou toi, enfin non, pas toi, Damien, mais Pourquoi pas lui? Pourquoi? Donc les parents de Myriam, voilà, ils ont aussi la possibilité de la donner aux voisins le plus proche. Ceux qui sont dans le besoin, c'est important. Voilà, le plus proche. Ouais. Il se peut que dans mon bâtiment, il y ait une mère de famille célibataire qui ait des difficultés extrêmes. Exact. Et si elle a 1 ou 2 enfants, ça va lui faire 20 ou 25 € qu'elle pourra utiliser peut-être pour acheter un petit cadeau à ses enfants ou acheter, voilà. Très bien. Donc voilà, c'était juste pour dire l'aumône, faisons-la déjà au plus près de chez nous. Ouais. Si je peux juste me permettre une remarque, comme tu sais Christophe, j'étais maraudeur à la Croix-Rouge. Ouais. Et pendant 1 an et demi, donc il y a quelques années, avant que je me convertisse à l'islam, et quand on en discutait avec les SDF, on était au printemps, ils nous disaient vivement le mois du Ramadan. Ah ouais. On va pouvoir manger des pâtisseries. Bon. Et c'est extrêmement touchant de la part de gens qui sortent d'une campagne d'hiver extrêmement difficile.
Et je tenais à le souligner. Merci de l'avoir fait. Dans un Tu fais instant. le ramadan, Myriam? On t'entend pas là-dessus. Myriam, tu fais le ramadan? Oui, je le fais. Ouais, entier, j'espère. Oui, oui. Oui, c'est bien. Mais quand t'es à l'école? Oui. Ah bah oui, attends, pourquoi? Il paraît que c'est mieux pour la concentration. Bah allez, Ramadan, Myriam, c'est tout. Dans un instant, c'est bientôt d'ailleurs. Hein, prépare-toi psychologiquement. Ça c'est dans un peu moins de 3 semaines. Hein. Ah oui, c'est le 16 mai normalement, le premier jour du Ramadan. Inch'Allah. En tout cas, on a hâte de l'accueillir cette période sacrée et tâchons en tout cas de revoir notre comportement. C'est dommage qu'il faille le Ramadan pour qu'on s'intéresse aux pauvres et qu'on fasse preuve de générosité. Mais c'est pas vrai, ah oui, c'est vrai. Pas du tout. Non, écoute, tu sais très bien qu'il y a tous les jours quand je rentre dans le métro personnellement, enfin voilà. Bon, heureusement qu'il y a la pub. Je suis sauvé par le gong. Il y a beaucoup d'associations, elles font un super travail. Oui, non mais bien sûr, mais je parle en règle générale, Anan. Oui. Dans un instant, le coup de cœur d'Anan. Tiens. Oui, en l'occurrence, c'est pas pour moi. Ashraf. Ah, très bien. Voilà. On l'appelle dans un instant. Liberté à la suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. LGF, le grand forum, merci d'être avec nous pour les quelques dernières minutes sur votre radio France Maghreb 2 avec maintenant le coup de cœur de Hanan Zawani. France Maghreb 2, le coup de cœur. Alors ma chère Hanan, je te laisse le soin de nous présenter ton coup de cœur. Oui, alors mon coup de cœur, c'est le festival Jeune en scène, qui va nous être présenté par Ashraf Eshkaou. Et Ashraf Eshkaou, il a déjà eu l'honneur d'être déjà coup de cœur. Ashraf Eshkaou, chers auditeurs, je ne sais pas si vous vous souvenez, je ne sais pas si tu te souviens, Christophe, il fait partie de ce duo avec Ayoub Wasabi qui font des petites séances vidéo pour parler qui durent entre 2, 4, 5, 6, 7 minutes sur des thèmes de société, d'actualité, fait avec beaucoup d'humour. Et Ashraf Eshkaou donc a aussi une carrière une belle carrière dans le domaine artistique et il lance donc le festival Jeune en scène à Valenciennes. Donc à toi la parole, Ashraf, comment vas-tu? Bonjour à tous, ça va bien et toi? Oui, ça va. À toi la parole, je te laisse présenter. Qu'est-ce qui se passe samedi? C'est bien. C'est super. En fait, le festival Jeune en scène cette année, c'est ma 10e année que je fais Jeune en scène. Ah ouais. Et à la base de départ, c'était un spectacle, mais c'est devenu un festival. Et la particularité, cette année, parce que chaque année, j'essaie d'apporter quelque chose de nouveau, c'est que je mélange les artistes locaux avec un événement bien spécifique. Et cette année, on ramène le rap contender. Ça veut dire le rap contender, c'est les trucs suprêmes des battles de rap. Ah. Et nous, on l'appelait 59 Arena, c'est le Made in 59 du rap contender, en fait. Et il y aura Wojtek comme parrain, qui est la légende du rap contender, en fait. Okay. Pour ceux qui connaissent pas les battles de rap, c'est à peu près comme le film de Eminem. Ah, ok. D'accord. Voilà. Et du coup, au niveau des artistes, t'as des noms Les artistes qui vont participer au niveau des noms, il y aura Zia, il y aura Mamad, il y aura Yuno, il y aura I2S, il y aura aussi des filles. C'est aussi l'avantage de cette année, il y aura aussi des filles comme Cerise, Farah, voilà. Et donc il y aura pas mal de nouveaux artistes aussi, des nouveaux talents, parce que Jeune en scène, c'est ça. Mais donc, du coup, ça se passe comment? C'est en plein air? C'est où? Pardon? C'est en plein air? C'est où? Ça se passe comment en fait? C'est dans une salle, non, c'est au Tandem, à Valenciennes. D'accord. C'est jamais plein air, dans le Nord il pleut souvent. D'accord. C'est clair. Donc pour retrouver les vidéos de cet événement, parce qu'on a une belle vidéo là qui est en train de défiler sous mes yeux, pour que les auditeurs participent, c'est gratuit, pas gratuit? Comment ça se passe? Oui, c'est gratuit. Tout à fait, c'est gratuit. Ils peuvent retrouver toutes les infos sur ma chaîne YouTube H-Project, ou sur YouTube sur l'association C'est Culturel Valenciennes. D'accord. C'est-Culturel Valenciennes, voilà. Merci Ashraf et bon festival alors. Hein. On te dit à très bientôt, Ashraf. À bientôt, merci, c'est gentil à vous. Bon courage à vous. Merci. À bientôt et cette émission première de la semaine touche à sa fin. Mon cher Damien, tu reviens mercredi puisque tu vas parrainer une autre candidate à ce concours des jeunes talents, à la recherche du futur talent, et avec ta filleule qui s'appelle Yousra. Yousra. Ouais, Yousra. Qui nous vient d'Orléans.
qui vient d'Orléans. D'Orléans, exactement, et qui nous parlera des relations entre la police et les citoyens. Waouh. Donc Yousra qui a 19 ans. Ouais. Il a 19 ans, voilà. Oui. Qui était juste à la limite. Benjamin, c'était pour moi. Voilà. Bah écoute, en tout cas, on va la remercier et bravo ma chère Myriam d'avoir abordé ce thème difficile qu'est le harcèlement à l'école. Et on te souhaite de bien réussir ta scolarité, d'être une fille studieuse. Et qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras plus grande? Je voudrais devenir psychologue et femme politicienne. Waouh! Ah ouais? Femme politicienne, pourquoi? Pourquoi la politique t'attire? Bah parce que... Dis-moi pas que ton père est dans la politique. Allez, on t'entend plus, Myriam. Oui, mon père il est dans la politique et ça m'intéresse beaucoup. Ah ouais? Oui. Et ton père c'est un politicien honnête? Oui. Oui, évidemment. Non, parce que quand on est dans la politique, c'est pas facile de rester honnête. Hein. Non, mais c'est des bêtises tout ça. Ah bon? Ah d'accord. Voilà, c'est des bêtises tout ça. Bah oui, il faut des femmes politiciennes. Donc, continue sur ce chemin-là. Myriam, tu seras candidate à la législative de 2030. Oui, puis je viendrai tracter pour toi, Myriam. Voilà. En tout cas, réussis bien ta scolarité, ça passe déjà par là. Et puis sois la meilleure d'entre nous, enfin d'entre eux en tout cas, d'entre elles. Et puis bon courage et merci d'être passé par nos studios et à très très vite ma chère Myriam. Bravo merci. En tout cas. À très vite. Voilà, ça va mieux, hein, ça y est, c'est fini là. Christophe, j'ai le temps de faire une dédicace 30 secondes. Rapidos. J'ai ma petite Meryl, ancienne élève de 4e qui est en 3e, qui a téléchargé l'application France Maghreb 2. Bravo. Et qui nous écoute tous les jours. Super. Donc Meryl, je te fais des grosses bises. Elle a quel âge? Elle a 15 ans. Bah, elle aurait pu participer, elle, hein. C'est très 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 compliqué avec Meryl, mais je lui ai dit que l'an prochain elle n'aura pas le choix. Bon, d'accord, très bien. Ma chère Anan, merci beaucoup. Ravie, ouais. Oui. Moi aussi. D'être avec vous. Avec tous les deux là, en plus c'était une bonne équipe. Myriam. Ouais, ça fait longtemps qu'on n'était pas ensemble avec Damien, donc super. Vous êtes beaux tous les deux. Merci. Ouais. Demain, on sera avec Anissa Regui, maître Anissa Regui, mais aussi avec Hicham Terak et peut-être aussi Nara, je ne sais pas, on verra. Et puis demain. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu aussi. Mercredi, tiens, je vous donne le programme pour la semaine comme ça c'est fait. À mercredi, Damien Charles sera là. Avec Nadir Kaya et avec donc Yousra qui est une candidate pour ce concours. Jeudi, Maïssa Leroy avec des invités et vous allez découvrir une femme spécialiste du Moyen-Orient. Elle a seulement 23 ans. Voilà, je vous donne rendez-vous jeudi. Et puis vendredi, il y aura du beau monde aussi. Fatima Wassak, Enver de Santos et Nadia Lazouni. Voilà, bon ça programme. fait une grosse semaine. Hein. Grosse semaine. Hein. Et puis demain, ne loupez pas, on va parler donc des Marocains, des mineurs marocains isolés. À Paris dans le 18e. Il faut qu'on en parle, c'est absolument désastreux, ils sont livrés à eux-mêmes, à la drogue, etc. Donc ça nous donne des catastrophes et il faut absolument qu'on en parle et que l'on se mobilise bien sûr. Rendez-vous demain avec notre invité qui sera avec nous demain entre 16h et 18h. Excellente soirée. J'étais ravi de vous retrouver en tout cas pour ce retour du LGF. Merci à vous deux, merci à Myriam encore une fois, bravo à toi. Et rendez-vous demain à partir de 16h pour la meilleure des émissions de la bande FM, ça s'appelle le LGF, n'ayons pas peur du monde. Méfiez-vous des imitations, il paraît qu'il y en a qui tentent de nous imiter, mais mal évidemment. Ce qui paraît, c'est pas terrible. Ouais, c'est pas terrible. L'authenticité, la réalité, c'est ici. Tout de suite le flash de 18h avec Marie de Guérel. Bonne soirée à tous. Ciao ciao. Bonjour à tous. La grève à la SNCF de nouveau aujourd'hui, une mobilisation en baisse. 17,45% des cheminots sont en grève aujourd'hui, selon la direction. Ce chiffre est en baisse par rapport au 19 avril, où le taux de grévistes s'élevait à 22,73%. Salah Abdeslam a été condamné à 20 ans de prison pour tentative d'assassinat à caractère terroriste par le tribunal correctionnel de Bruxelles. Il était poursuivi pour avoir ouvert le feu sur des policiers à Bruxelles en mars 2016. Emmanuel Macron entame aujourd'hui une visite d'État de 3 jours aux États-Unis. Le président et Brigitte Macron dîneront avec Donald et Melania Trump ce soir à Mount Vernon. L'homme de 36 ans arrêté à Caen dans le cadre de l'enquête sur l'évacuation du Mont Saint-Michel reconnaît avoir provoqué cette évacuation. L'homme a été interpellé après s'être vanté auprès d'un témoin d'avoir provoqué l'évacuation du site touristique normand. Le suspect était connu des services de police pour des faits de petite délinquance. Le nombre de morts sur les routes de France métropolitaine a baissé au mois de mars de 13,5% sur un an, avec 231 personnes tuées, soit 36 de moins. Cette baisse intervient dans un contexte de polémique sur l'abaissement de 90 km/h à 80 km/h de la vitesse maximale autorisée sur 400 000 km de routes secondaires. Cette mesure, qui entrera en vigueur le 1er juillet, suscite une forte contestation d'associations d'automobilistes, de motards et d'élus. Le nombre de blessés est également en baisse.
Et des alliés inattendus, Florian Philippot, président du mouvement Les Patriotes, et Geneviève de Fontenay, ex-présidente du concours de beauté des Miss France, ont appelé ensemble les Français à se faire entendre et à se mobiliser le 1er mai contre les réformes du gouvernement. Kate Middleton a donné naissance à un petit garçon de 3,8 kg ce matin à 11h à la maternité Sainte-Marie de Londres. On ne connaît pas encore le prénom du Royal Baby. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb.